Tu fais encore ton cinéma, soupira ma mère, daignant à peine lever les yeux de son téléphone, alors que je me pliais en deux de douleur à la table du petit déjeuner. Mange ton petit déjeuner et prépare-toi pour l'école. Je m'appelle Emily Parker, et à 16 ans, je menais une bataille non seulement contre une maladie mystérieuse, mais aussi contre l'incrédulité de ma propre famille. « Maman, s'il te plaît, » chuchotai-je en me tenant le ventre. « Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. » La douleur empire, la pièce tournait, et des points noirs dansaient devant mes yeux. Mon père claqua sa tasse de café sur la table, me faisant sursauter. « Ça suffit, » lança-t-il sèchement. « Ta mère et moi en avons assez de tes comédies pour attirer l'attention. Tu nous as déjà mis en retard au travail 3 fois ce mois-ci, avec tes soi-disant urgences. J'essayais de me lever pour prouver que je pouvais surmonter ça comme il le voulait, mais mes jambes flanchèrent. Je m'écroulais sur le sol, renversant ma chaise. Au lieu de m'aider à me relever, ma mère leva simplement les yeux au ciel. « Et l'Oscar est décerné à... » marmonna-t-elle. Ma petite sœur Katie observait la scène depuis l'autre côté de la table, son visage un mélange d'inquiétude et de confusion. À 12 ans, on lui avait appris à croire leur version des faits, sa grande sœur n'était qu'une comédienne en quête d'attention. C'était ma vie depuis 8 mois. Cela avait commencé par de la fatigue et des vertiges, puis avait évolué vers de fortes douleurs abdominales et des ecchymoses inexpliquées. Chaque nouveau symptôme était accueilli par des accusations et des regards exaspérés de la part de mes parents. Ils étaient des piliers de notre communauté. Mon père, un homme d'affaires prospère. Ma mère, présidente de l'association des parents d'élèves. Leur fille parfaite ne pouvait pas être malade. « Lève-toi, Émilie !» ordonna mon père. « Tu vas à l'école. » Je parvins tant bien que mal à me remettre sur pied en m'aidant de la table. Ma vision était floue, mais je savais qu'il valait mieux ne pas me plaindre. La dernière fois que j'avais insisté pour aller à l'hôpital, j'avais été privé de sortie pendant 1 mois pour leur avoir fait perdre leur temps et leur argent. L'école fut un brouillard de douleur et d'épuisement. Mes notes, autrefois parfaites, avaient commencé à chuter, donnant à mes parents davantage de munitions. Tu vois, voilà ce qui arrive quand tu passes toute ton énergie à faire semblant d'être malade au lieu d'étudier, disait-il. Ma meilleure amie Olivia était la seule à me croire. Elle me voyait dépérir de jour en jour impuissante. Pendant le déjeuner, j'avais du mal à garder ma nourriture. « Aime ton état s'aggrave », murmura-t-elle, en me regardant repousser mon sandwich intact. « Tu dois voir un médecin. » « Ils ne m'y emmèneront pas, » répondis-je la voix vide. « Ils pensent que je fais ça pour attirer l'attention. » C'est à ce moment-là que c'est arrivé. La douleur dans mon estomac devint soudainement insupportable. J'essayais de me lever, mais le monde bascula. La dernière chose que j'entendis fut Olivia qui hurlait mon nom, puis tout devint noir. Je me réveillai à l'infirmerie avec Madame Hansen, notre infirmière scolaire, qui me regardait avec une profonde inquiétude. « Émilie, j'ai appelé tes parents, » dit-elle fermement. « Et cette fois, ils vont écouter. » Mes parents arrivèrent l'air agacés et embarrassés. « Nous sommes vraiment désolés pour ça, » commença ma mère, son masque public solidement en place. « Émilie a été... Madame Parker, » la coupa Madame Hansen. « La tension artérielle de votre fille est dangereusement basse. Elle présente des signes d'anémie sévère et ses bleus sur ses bras ne sont pas normaux. En tant que professionnel ayant une obligation de signalement, je ne peux pas la laisser partir sans une prise en charge médicale adéquate. » Le visage de mon père s'assombrit. « Vous nous menacez. »« Non, monsieur Parker, » répondit-elle. « Je protège votre fille. Soit vous l'emmenez à l'hôpital maintenant, soit j'appelle une ambulance. » Pour la première fois, je vis une lueur d'incertitude sur les visages de mes parents.
Leur façade parfaite se fissurait. « Très bien, » lança mon père sèchement. « Nous allons l'emmener, mais quand ils nous diront qu'il n'y a rien, vous aurez des nouvelles de notre avocat. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu. Ma mère n'arrêtait pas de marmonner à propos de mon comportement pour attirer l'attention, tandis que mon père serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Assise sur la banquette arrière, je luttais contre des vagues de nausées, priant en silence pour que cette fois quelqu'un découvre enfin ce qui n'allait pas. Aux urgences, le médecin ordonna un bilan sanguin immédiat. Mes parents attendaient avec impatience, préparant déjà leur discours furieux sur le temps perdu. Mais quand le médecin revint avec mes résultats, son visage était grave. « Monsieur et Madame Parker, » dit-il d'une voix sérieuse, « nous devons parler du bilan sanguin de votre fille. » L'expression de son visage fit même se redresser mon père. Pour la première fois depuis que j'étais tombé malade, je vis de la peur dans les yeux de mes parents. Quelque chose n'allait vraiment pas, et cette fois, ils ne pouvaient pas l'ignorer. Les mots du médecin tombèrent comme des coups de foudre dans la petite salle d'examen. Le bilan sanguin d'Émilie montre de graves anomalies. Son taux de globules blancs est anormalement élevé et ses plaquettes sont dangereusement basses. Nous devons l'hospitaliser immédiatement. Le visage parfaitement composé de ma mère se brisa. « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement ?»« Nous devons faire d'autres tests, » répondit le médecin, ses yeux fixés sur moi avec une inquiétude sincère. « Mais ces résultats sont compatibles avec une leucémie. » Le mot resta en suspens dans l'air, comme un lourd nuage. Leucémie. La chose que j'avais secrètement redoutée pendant ces longues nuits de douleur inexpliquée, tandis que mes parents rejetaient chaque symptôme. Mon père se leva brusquement. « C'est ridicule. Notre fille allait bien il y a quelques mois. Elle invente des symptômes pour attirer l'attention et maintenant vous l'encouragez avec ces diagnostics dramatiques. » L'expression du médecin se durcit. « Monsieur Parker, j'ai les résultats du bilan sanguin de votre fille ici même. Ces chiffres ne mentent pas. Si nous ne commençons pas le traitement immédiatement, la vie de votre fille est en danger. » Le visage de ma mère était devenu blême. Mais elle faisait juste son cinéma. Nous pensions... vous vous trompiez, la coupa fermement le médecin. Et franchement, je m'inquiète de la durée pendant laquelle les symptômes d'Émilie ont été ignorés. Depuis combien de temps se plaint-elle de douleur ? 8 mois, chuchotai-je ma voix à peine audible. La mâchoire du médecin se crispa. 8 mois. 8 mois de leucémie non traitée. Il se tourna vers mes parents, son calme professionnel, dissimulant à peine sa colère. Comprenez-vous ce que vous avez fait en retardant les soins médicaux ? Mes parents restèrent là sans voix pour la première fois, d'aussi loin que je me souvienne. L'image parfaite qu'ils avaient travaillé si dur à maintenir se brisait autour d'eux. Tout s'enchaîna rapidement après ça. Je fus admise dans le service d'oncologie où une gentille infirmière nommée Maria m'aida à m'installer. Elle jeta un coup d'œil à mes bras couverts de bleu et à mon visage épuisé et me promit « Nous allons prendre soin de toi maintenant, ma chérie. » Mon téléphone vibra avec un message d'Olivia. « Madame Hansen m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé, M. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû en faire plus. » Je répondis en textotant avec des mains tremblantes. « Tu m'as cru. C'était suffisant. » Mes parents étaient assis dans un coin de ma chambre d'hôpital, l'air perdu et diminué. L'image de la famille Parker parfaite s'effondrait. Le maquillage de ma mère était strié de larmes qu'elle ne pouvait plus cacher, et la prestance autoritaire de mon père s'était dégonflée pour devenir quelque chose de presque méconnaissable. L'oncologue, le docteur Matthews, entra pour expliquer mon plan de traitement. « Nous envisageons une chimiothérapie agressive, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Le cancer a progressé de manière significative en raison du diagnostic tardif.
Mon père tenta de l'interrompre, mais le docteur Matthews leva la main. « Monsieur Parker, j'ai besoin que vous écoutiez. Le cancer de votre fille est à un stade avancé. Si elle avait reçu des soins médicaux dès l'apparition de ses premiers symptômes, nous aurions peut-être une conversation très différente. » Le poids de ces mots sembla frapper physiquement mes parents. Ma mère se mit à sangloter, tandis que mon père s'affaissa sur sa chaise, le visage cendré. « J'ai essayé de vous le dire, » murmurai-je, des larmes coulant sur mes joues. « Je vous ai supplié de me croire. » Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, entouré de machines qui bipaient, ma petite sœur Katie fut enfin autorisée à me rendre visite. Elle entra dans la chambre, sur la pointe des pieds, les yeux écarquillés de peur et de confusion. « Amy » chuchota-t-elle, utilisant mon surnom d'enfance. « Tu es vraiment malade, maman et papa disaient que tu faisais semblant. » Je tapotai le bord de mon lit, et elle s'assit prudemment. « Ils avaient tort, Katie. Je suis malade depuis longtemps. » Elle éclata en sanglots. « Je suis désolée de ne pas t'avoir cru. Il disait que les grandes sœurs font parfois des choses pour attirer l'attention. Et je la pris dans une douce étreinte, ignorant la douleur de mes bras meurtris. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es qu'une enfant. Ce sont eux les adultes. Ils auraient dû savoir. » Dehors, dans le couloir, j'entendais mes parents se disputer avec le docteur Matthews au sujet de mon plan de traitement, essayant toujours de garder un certain contrôle sur la situation. Mais leurs voix n'avaient-ils plus la même autorité? Leurs mots étaient teintés de désespoir et de culpabilité. Maria entra pour vérifier mes constantes vitales, chassant Katie avec un rappel aimable mais ferme sur les heures de visite. En ajustant ma perfusion, elle me vit essuyer des larmes. « Tu sais quel est le médicament le plus puissant ?» demanda-t-elle, en arrangeant mes couvertures. « La vérité. Elle fait mal au début, mais c'est la seule chose qui guérit vraiment. » Je hochai la tête, comprenant qu'elle parlait de bien plus que ma maladie physique. La vérité était enfin révélée. Et bien qu'elle fût dévastatrice, elle était aussi libératrice. Fini d'être traitée de menteuse. Fini de voir ma douleur rejetée. Fini de faire semblant. Alors que la nuit tombait sur l'hôpital, j'entendis ma mère pleurer dans le couloir, la voix étouffée de mon père essayant de la réconforter. Comment avons-nous pu ne pas le voir? Quel genre de parents sommes-nous? C'était la question qui allait les hanter pendant très longtemps. 3 mois après le début de ma chimiothérapie, ma vie s'était complètement transformée. L'hôpital était devenu ma nouvelle maison avec ses machines au bip rythmées et le flot constant d'infirmières et de médecins. Mes cheveux tombèrent, mon corps s'affaiblit, mais étrangement je me sentais plus forte que jamais, non pas physiquement mais émotionnellement. La transformation de mes parents fut encore plus spectaculaire. Disparut leur façade parfaite, remplacée par quelque chose de brut et d'authentique. Ma mère cessa d'assister aux réunions de l'association des parents d'élèves, passant plutôt ses journées dans ma chambre d'hôpital, essayant désespérément de se racheter. « J'ai apporté tes livres préférés, » disait-elle, en les disposant soigneusement sur ma table de chevet. « Et j'ai parlé à tes professeurs pour qu'ils t'envoient tes devoirs. » Sa voix s'éteignait, rattrapée par la culpabilité qui la hantait désormais constamment. Le changement de mon père fut plus discret, mais plus profond. L'homme qui avait autrefois rejeté ma douleur tressaillait maintenant à chaque plainte, à chaque grimace qui traversait mon visage pendant le traitement. Je le surpris en train de pleurer dans le couloir une nuit en parlant au docteur Matthews. « J'ai échoué avec elle », sanglotait-il, la voix brisée. « J'étais censé la protéger et au lieu de ça, je... » La réponse du docteur Matthews fut ferme mais compatissante. « La meilleure chose que vous puissiez faire maintenant est d'être là pour elle. Elle a besoin de soutien, pas de culpabilité. La vérité sur mon état,
s'était répandu dans notre communauté, brisant l'image parfaite que mes parents avaient commis tant d'efforts à maintenir. Leurs amis qui les avaient autrefois loués comme des parents modèles chuchotaient maintenant dans leur dos. Le jugement dans les yeux des gens lorsqu'ils regardaient mes parents était sans équivoque. Mais quelque chose d'inattendu se produisit au milieu de tout ce chaos. Sans la pression de maintenir les apparences, ma famille commença à guérir, pas seulement moi, mais nous tous. Katie devint ma plus farouche protectrice. Elle entrait dans ma chambre avec détermination, armée de jeux de société et d'histoires de l'école. « Jimmy Peterson a dit que tu faisais semblant d'être malade », annonça-t-elle un jour le menton haut. Alors je lui ai dit qu'il était une brute ignorante et qu'il devrait s'informer sur le cancer, exactement comme Maria m'a appris à le dire. Maria, mon infirmière préférée, était devenue une sorte de membre de la famille. Elle était là pendant mes moments les plus sombres, pendant les nuits où la douleur était insupportable et la peur écrasante. « Tu es la personne la plus forte de cet hôpital », me disait-elle en ajustant mes médicaments. « Et ne l'oublie jamais. » Olivia venait me voir tous les jours, après l'école, apportant les devoirs, les potins et une touche de normalité. Elle avait vu la vérité depuis le début, et maintenant, elle s'assurait que tout le monde la voit aussi. Elle organisa une collecte de fonds à l'école pour la recherche sur le cancer, portant un bonnet chauve en solidarité lorsque je perdis mes cheveux. 6 mois après le début du traitement, le docteur Matthews organisa une réunion de famille. Mes parents étaient assis raides sur leurs chaises, se tenant la main si fort que leurs jointures étaient blanches. Ils avaient appris à craindre les bilans médicaux portant le poids de leur réaction tardive à mes symptômes. Mais cette fois, le docteur Matthews souriait. « Émilie répond bien au traitement », annonça-t-elle. « Les cellules cancéreuses diminuent. La route est encore longue, mais elle se bat avec acharnement. » Ma mère fondit en larmes, des larmes de joie cette fois. Mon père se contenta de me serrer la main, incapable de parler. « Cependant, » poursuivit le docteur Matthews, son expression sérieuse, « je recommande une thérapie familiale. Ce qui s'est passé avant le diagnostic d'Émilie doit être abordé. Pour une fois, mes parents ne discutèrent pas et n'essayèrent pas de garder le contrôle. Ils se contentèrent d'acquiescer, acceptant que leur façade parfaite ne valait pas le prix que nous avions tous payé. Les séances de thérapie furent difficiles, mais nécessaires. Nous avons parlé de la pression des apparences, de la raison pour laquelle ils avaient refusé de voir ma maladie, de la manière dont leur déni avait failli leur coûter leur fille. Lentement, douloureusement, nous avons commencé à reconstruire la confiance. 1 an après mon diagnostic, j'étais assise dans le bureau du docteur Matthews pour mon examen de routine. Mes cheveux repoussaient en touffes douces et mon dernier bilan sanguin montrait des résultats prometteurs. « Vous savez, » dit-elle, en examinant mon dossier, « quand vous êtes arrivé, j'étais en colère contre vos parents. J'ai vu des cas de négligence médicale, mais rarement de la part de parents qui se souciaient autant de leurs enfants. Ils se souciaient simplement des mauvaises choses. » Je hochai la tête, comprenant ce qu'elle voulait dire. « Ils ont changé, » dis-je doucement. « Nous avons tous changé. » Ce soir-là, ma famille se réunit dans ma chambre d'hôpital pour célébrer mon dernier scan sans anomalie. Katie avait fait une carte couverte de paillettes pour ma courageuse grande sœur. Ma mère apporta de la vraie soupe maison au lieu de prétendre que la nourriture de l'hôpital était très bien. Mon père était assis en silence, mais ses yeux ne quittaient pas mon visage, comme s'il craignait toujours que je puisse disparaître s'il détournait le regard. « Je suis désolé, » dit-il soudain la voix lourde. « Nous aurions dû te croire. Nous aurions dû écouter. »« Je sais, » répondis-je en prenant sa main. « Mais vous écoutez maintenant. Parfois les vérités les plus difficiles sont celles qui nous guérissent le plus. »
Ma maladie avait brisé la façade parfaite de ma famille, mais ce faisant, elle avait permis à quelque chose de réel et d'honnête de grandir à sa place. Nous n'étions plus parfaits. Nous étions mieux que ça. Nous étions vrais. Maria passa la tête dans l'embrasure de la porte, souriant à notre petite réunion. « Regardez-vous tous, dit-elle chaleureusement. Voilà à quoi ressemble la guérison. Et elle avait raison. Nous étions tous en train de guérir, pas seulement du cancer, mais des mensonges que nous nous racontions sur ce à quoi une famille devrait ressembler. La vérité nous avait libérés, même si le chemin pour y parvenir avait été plus difficile que tout ce que nous aurions pu imaginer.